Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, là, on en parlait, vous savez, on en a parlé, nous, il faut le rappeler, sur Sud Radio, dans cette émission, il y a 3 ans. On a parlé de cet ordinateur qu'aurait abandonné Hunter Biden chez un réparateur, effectivement, informaticien, et ce qui s'est passé ensuite. On avait commencé à en parler, d'ailleurs, notamment avec Charles Gave, et puis ça a suivi son cours, et il s'est passé que, il y a 2 jours, l'association Marco Polo, qui avait reçu la copie de l'ordinateur en juin 2021, mais nous allons vous retracer l'historique parce que c'est important, eh bien, vient de l'imprimer. Et nous l'avons lu hier et avant-hier, 630 pages hallucinantes sur tout ce qui s'est passé entre 2015 et 2019, au moment où Joseph Robinette Biden était vice-président du Barack Obama, donc vice-président des États-Unis, et Hunter Biden, son fils, qui vaquait à ses occupations, et nous verrons quelles occupations. Et puis aujourd'hui, comme vous le savez, Joseph Robinette Biden est président de la République en exercice jusqu'à, en tout cas, novembre 2024, mais je signale qu'il se représente, il a déjà annoncé sa candidature à sa propre réélection, et Hunter Biden vaque à ses occupations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De 2 choses l'une. Ou ce rapport, comme l'ont dit certains, oui, mais c'est pas sûr, c'est pas vrai, etc., est fake. Écoutez, je vais vous dire, après avoir regardé, on n'y croit pas un seul instant, et je vais vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, le Wall Street Journal, le très respecté Wall Street Journal, malgré un silence assourdissant sur le contenu de cet ordinateur, a dit en 2022, enfin, on peut en parler. Et ils en parlent, et ils sont obligés d'en parler, d'autres en ont parlé aussi, enfin pas beaucoup, pas beaucoup. Un peu partout, et après il y a effectivement tel ou tel écrivain américain qui dit que Biden c'est Franklin Roosevelt, tel ou tel ambassadeur, ancien ambassadeur de France, qui dit oui mais tout ça vous savez c'est du réchauffé. Alors je vais vous dire en guise de réchauffer, je vais vous dire auditeurs de Sud Radio, à vous, à nos amis, tout ça, c'est quand même assez hallucinant, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors je rappelle simplement que Hunter Biden avait laissé son ordinateur pour le réparer, effectivement, son ordinateur Apple, dans une boutique chez monsieur Mac Isaac. C'était en avril 2019. Bien. Eh bien, ce qui s'est passé, donc et en septembre 2019, arrivent 2 fonctionnaires du FBI, vous savez, le Federal Bureau of Investigation américain, qui vont voir le vendeur, enfin le réparateur, Mac Isaac, qui lui dit, alors vous avez cela, écoutez, il faut nous le donner. Le type était très content, oui, parce qu'il avait regardé un peu, il s'en était esbobé, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a là-dedans des choses terrifiantes, en tout cas très préoccupantes, que ce soit au niveau commercial, des affaires, du business, du sexe, de la drogue, etc. Et pas du rock'n'roll, mais enfin, il manquait que ça. Et donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il est content de recevoir le FBI. Et les fonctionnaires du FBI, et c'est Mac Isaac qui le raconte, qui a témoigné sous serment, ils disent, écoutez, on vous le prend, mais le moins vous en parlerez, le mieux vous porterez. Mais en attendant, effectivement, sur les conseils de son père, ce Mac Isaac, les réparateurs informaticiens, avaient fait une copie. Effectivement, en septembre 2019, donc avant que le FBI ne le rebelle. Et quand il s'est dit, mais le FBI, qu'est-ce qui se passe? Il sentait que ça allait pas du tout. Et il l'a passé à un ami de Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, c'est l'ancien maire de New York, et c'est un pro-Trump. Enfin, il a été très, très proche, évidemment, de Donald Trump. Et là, évidemment, et il l'a passé, Giuliani, fin août 2020. Voilà. Et je rappelle, Marco Polo, donc, a eu le contenu de l'ordinateur le 20 juin 2021. Donc, 6 mois plus tard, au moins, je dirais même plus que ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, on arrive au contenu de l'ordinateur. Et le contenu, encore une fois, 630 pages bourrées de photos, de noms, de sommes, etc. Encore une fois, c'est hallucinant. Pourquoi? Ça représente, évidemment, vous allez me dire, c'est pas nouveau, la corruption, ça existe depuis Dioclétien, ça existe depuis les Romains, etc. Mais là, ça atteint des sommets extraordinaires.
Alors, d'abord, trafic d'influence, blanchiment, bakchiche, colporteur d'influence, raquettes et fraude. Tout est montré dans ce contenu d'ordinateur, encore une fois. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est pas on y croit, on n'y croit pas. On lit ou on ne lit pas. Alors, si on nous prouve que c'est faux, et très sincèrement, tout nous prouve le contraire aujourd'hui, alors, l'Ukraine, rappelez-vous, on en avait parlé ici, et on en avait parlé avec Charles Gave notamment, Burisma, monsieur Hunter Biden, nommé effectivement comme l'un des membres du conseil d'administration de Burisma, très bien payé. Un procureur, c'était l'époque de Petro Poroshenko en Ukraine, donc en 2015, 2014, 2015. Très très bien payé. Le procureur fait une enquête ukrainienne. Biden, Joe Biden, alors vice-président, téléphone à Poroshenko, je vous l'ai fait écouter d'ailleurs il y a quelques mois, et dit attention, hein, vous avez demandé un prêt d'1 milliard de dollars à l'Amérique, aux USA, si vous voulez ce prêt, eh ben, vous dites à ce procureur de débarrasser le plancher, de ne pas emmerder mon fils. Eh bien, Poroshenko s'est exécuté, et il lui dit, tout va bien. Ukraine, la Chine, vous avez les extraordinaires, les compagnies, comment ça se passe, etc. Le Kazakhstan, la Roumanie, le Mexique, la Serbie, la Libye, les Émirats, la Tchéquie, j'en passe et des meilleurs. Alors vous allez me dire, attendez, ce sont les États-Unis d'Amérique, donc ils ont tout à fait le droit, mais c'est normal, ils traitent effectivement avec tout le monde, etc. Mais attention, là, il ne s'agit pas de traiter entre les États-Unis d'Amérique et effectivement tel ou tel État. Ça se passe entre Hunter Biden, la famille Biden, et les compagnies étrangères. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait hallucinant. Est-ce qu'il n'y a pas là un agent de l'étranger? Est-ce qu'il n'y a pas une collusion parce que c'est des intérêts privés? Et à chaque fois, parce que vous lisez effectivement tout dans ce rapport, il y a, oui, alors nous on demande ça, on va demander ça, on va rencontrer ça, et papa va être là pour rencontrer telle ou telle personne du Kazakhstan, de la Roumanie, des Émirats, de Libye, etc. Je rappelle, ça se passe pendant que Joe Biden est vice-président des États-Unis, un vice-président de Barack Obama. Et là, vous avez des pages entières, des dizaines de pages, avec les sommes, avec les noms, avec les représentants de tel ou tel pays, avec tout cela. Or, il y a quelque chose d'étonnant. Parce qu'il y a aux États-Unis, il faut qu'on l'explique, la FARA. Alors, qu'est-ce que c'est la FARA? Ça s'appelle le Foreign Agent Registration Act. C'est-à-dire que quand vous êtes agent pour compagnie étrangère, vous représentez tel et tel intérêt, comme les lobbyistes et autres, vous devez vous enregistrer pour savoir, parce que le problème, c'est que, évidemment, la loi doit lutter contre les ingérences étrangères. Et là, c'est extraordinaire. Et le rapport, en tout cas, de Marco Polo, montre qu'il y a eu 450 violations de la loi fédérale et des États-Unis. Qu'a fait le département de la justice, le fameux Department of Justice? On ne sait pas. On ne sait pas pour le moment, et alors on va vous en parler après. Mais donc, c'est extraordinaire, c'est bourré. C'est voilà, écoute, papa, on va rencontrer telle ou telle personne, puis j'ai rencontré telle ou telle personne. Et évidemment, Hunter Biden n'est pas un homme d'affaires comme les autres. Il est le fils du vice-président. Et aujourd'hui, le fils du président. Et vous savez, hein, selon que vous serez puissant ou misérable. Donc, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez la liste, mais vraiment, c'est tout à fait extraordinaire, de tout ce qu'il y a comme collusion, affaires. Encore une fois, je vais te donner ça, et vous allez toucher cela. La Chine, encore une fois, les très très bons rapports. On est partout, absolument partout. Et à chaque fois, Hunter Biden est là, il est présent, et il raconte. Et le rapport, parce que dans son laptop et dans son ordinateur, c'est ça qui est incroyable, il donnait tous les rendez-vous, il donnait tous les traces, les dons, les photos et tout cela. Mais je veux dire, il y a tous les détails, mais si vous prenez le temps, il faut prendre le temps de le faire. Allez-y, vous savez, c'est tout à fait disponible sur le site de Marco Polo. Vous avez tout. Et vous avez tout, mais d'une manière, mais je veux dire, hallucinatoire, quoi. Parce qu'il n'y a pas le moindre rendez-vous, le moindre téléphone. Il donnait tout, Hunter Biden. Il notait tout. Simplement, voilà, il avait oublié son ordinateur et il ne savait pas, évidemment, que des copies avaient été faites. Voilà, les copies ont été faites et puis elles ont circulé et on en est là.
Alors ça a été extraordinaire. Quand ça a commencé à sortir, évidemment, non seulement le clan, mais l'establishment a dit « Ah, c'est une fabrication des Russes », c'est ce que disait Hunter Biden. C'est une fabrication des Russes, c'est un faux fait par les Russes pour influencer les élections de 2020. Et évidemment, voilà, pour faire réélire Trump et empêcher Joe Biden, effectivement, de gagner. Et alors, il y a eu à l'époque, c'est très intéressant, une pétition signée en disant oui, tout ça c'est les Russes, c'est fabriqué par les Russes, c'est une collusion avec les Russes. Rappelez-vous que pendant 2 ans ou 3 ans même, on a d'abord accusé pendant la pré-campagne Trump d'avoir trempé dans les affaires glauques avec les Russes, c'est le rapport Steele qui s'est révélé un faux retentissant. Et puis pendant 2 ans, le FBI, etc., ont enquêté, il a même été impeached, comme on dit, il a été démis, mais enfin après c'est revenu, parce que ça a eu un non-lieu. Il y a eu un rapport qui disait que Trump avait trempé avec les Russes. Ça a occupé 3 ans de son mandat à Trump. Et ça s'est révélé également un faux total. Voilà, et là, ça a recommencé, et il y a eu ceci. Alors quand même, il y a quelque chose d'incroyable dans cette histoire. C'est voilà, cette description quand même du business, de la collusion, des conflits d'intérêts, mais quels conflits d'intérêts? Des guérillas d'intérêts. Je vais pas les dire, encore une fois, il faudrait 3 heures pour les détailler, mais voilà. Et en fait, encore une fois, le Foreign Agent Registration Act a été totalement violé plus d'une centaine de fois par notre ami Hunter Biden. Et puis alors, il mettait tout sur son portable. Et là, le second chapitre, quand même, qui n'est pas piqué des hannetons, c'est le sexe et la drogue. Hein. Le sexe et la drogue, c'est bourré, ce rapport, de photos. Pas floutées, enfin floutées là où il faut la flouter. Hunter Biden. Alors lui, il y avait des centaines de prostituées ou de femmes qu'il payait. Il y a la liste de ce qu'il payait à tel et tel. Les noms, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à San Francisco, que ce soit près de Washington, etc. Il y a les photos, parce qu'il adorait prendre des vidéos et des photos de ses relations plus qu'intimes. Et c'est quand même... Alors, on le voit en train de fumer. Alors, sa consommation préférée, c'est la cocaïne crack. Ah ouais, cocaïne, pas simplement le crack. La crack cocaïne, ça, il aime ça. Et en tout cas, il en a pris pendant vraiment très très longtemps. Donc, d'un côté, ça fricote avec Zlochevski pour Burisma et Igor Kolomoïski, qui entre parenthèses était aussi patron de la télévision où sévissait Volodymyr Zelensky. Mais enfin, le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire que je vais parler de ce qui s'est passé avec Burisma, mais partout, conflit d'intérêts, et il se présentait, c'était quoi Hunter Biden, et pourquoi Hunter Biden était là? Parce qu'il était le fils de Joe Biden, voilà. Et donc, évidemment, quel gouvernement, quelle société, quels intérêts étrangers va résister? Attendez, quel formidable moyen de pression sur les États-Unis. Et magnifique, et Hunter Biden laisse sur son ordinateur portable ces milliers de relations avec les prostituées, avec en ménage à 3, etc., avec dans toutes les positions possibles et imaginables, il le laisse là. Et ça, franchement, on se dit, mais attendez, on tombe à la renverse. C'est un document unique. À mon avis, il va y avoir 4 séries sur Netflix ou ailleurs. Et puis, alors, les manuels d'histoire, qu'est-ce que ça va en parler? Ça va en parler peut-être ou pas. Est-ce que le silence assourdissant va continuer? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, c'est quand même formidable, cette famille, parce que souvent, il parle de son père, qu'il appelle The Big Guy. Il en parle dans ses mails. Je rappelle que cet ordinateur contient 128 000 mails de Hunter Biden. 128 000 mails. Vous imaginez, c'est quand même pas mal, hein, entre 2015 et 2019. Alors, il y a tout cela. Il y a effectivement les démentis. Et il y a effectivement cette preuve incroyable qui est là aujourd'hui, qui est enregistrée, qui est imprimée, à voir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose, c'est qu'aujourd'hui, et le journaliste Tucker Carlson a parlé encore hier sur Twitter, dans sa rubrique de Twitter, il dit, mais attendez, il y a quand même un problème. On sait aujourd'hui, alors, il y a eu, en plus, ça, ce n'est pas, évidemment, dans l'ordinateur, mais James Comer, aujourd'hui, et les représentants
ont montré, ont affirmé et ont prouvé que la famille Biden aurait touché 10 millions de dollars de compagnies étrangères. C'est 10 millions, c'est plus, je n'en sais rien. En tout cas, c'est affirmé par plusieurs représentants américains, affirmé, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très intéressant. Hunter Biden plaide coupable de tout ce que je vous ai dit, de sex and drugs, plaide coupable d'avoir trafiqué de l'influence, d'avoir acheté de l'influence, d'avoir blanchi, d'avoir racketté, etc., au nom, effectivement, de sa puissance ou de la puissance de son père. Non, il va plaider coupable pour petite fraude fiscale et pour port d'armes en franchissant les frontières. Et le département de justice va dire oui, mais écoutez, c'est pas très grave, on va vous condamner là-dessus, et ça permet effectivement, avec des toutes petites choses, eh bien, de mettre un voile très pudique sur les très grandes choses, sur les très grandes affaires qui concernent des millions et des millions de dollars, avec des tas de pays qui, encore une fois, si ça ne s'appelle pas du trafic d'influence et de la collusion, ça s'appelle comment ? C'est extraordinaire. Je rappelle que nous sommes en présence de la famille qui dirige la plus grande puissance du monde, aujourd'hui encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez ce qu'il fait en ce moment, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est pour ça, il faut être fils, c'est très bien d'être fils de président, je vous assure, c'est une bonne chose, là. Il fait des tableaux. Oui, il y a eu un reportage sur ABC News où il fait des tableaux, Hunter Biden. Allez, je ne peux pas vous les montrer, les tableaux, nous sommes à la radio, mais très sincèrement, si vous voyez ça dans une galerie ou même dans un étalage dans la rue, allez, vous l'achèteriez 50 € et encore pour faire plaisir à la belle-mère. Eh bien, il fait des petits tableaux, etc. et il vend la reproduction, je dis bien pas l'original, la reproduction à 75 000 $, et il vend l'original, chaque original à 500 000 $. Et vous avez des acheteurs. Ah, bien sûr, je m'appelle Hunter Biden. Ah ben, écoutez, mon père est là, vous avez intérêt à acheter, et qui n'achèterait pas? Et puis, alors, autre chose aussi, c'est intéressant, l'éditeur Simon & Schuster, donc, il a publié ses mémoires. Alors, mémoires, évidemment, à sa gloire, que certains turiféraires ont dit, mais c'est magnifique, etc. Enfin, il n'y a rien de tout ce qu'on vous raconte dans le rapport Marco Polo, évidemment. Et combien d'avaloirs? Eh bien, on sait que les avaloirs payés par la maison d'édition se sont montés à plusieurs millions de dollars. Donc, il le vend très mal. Le bouquin ne s'est pas du tout vendu, mais qu'importe. Les avaloirs, comme vous le savez, on les garde. Alors voilà ce qui se passe aujourd'hui, en 2023, notamment dans le monde. C'est sorti, ça a mis du temps à sortir. Je rappelle que le FBI l'a très soigneusement conservé, caché, dissimulé pendant plus d'un an. Alors que le FBI, je croyais que c'était le peuple américain, représentant le gouvernement américain, le peuple américain. On a toujours dit l'Amérique, la patrie de la démocratie, hein, monsieur de Tocqueville. Eh bien, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est disponible, effectivement, sur le site Marco Polo. Et très sincèrement, quand vous lisez cela, bon, on sait très bien que la corruption n'est pas nouvelle. On sait très bien que les conflits d'intérêts, les bakchiches, les rapports, tout ça, ça existe partout. Et pas seulement, évidemment, aux États-Unis, loin de là, et que ça existait depuis des siècles. Mais à ce niveau, je dirais, d'industrialisation, c'est quand même assez rare, et encore une fois, c'est extrêmement rare qu'on ait un rapport aussi complet. Tout ça parce que M. Biden, qui peut-être avait été un peu fatigué ou un peu enfumé, avait oublié de reprendre tout ça vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je rappelle qu'il l'a donné en avril 2019 et que le FBI est passé en décembre 2019. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez cette négligence-là et quand vous donnez toutes les preuves, tous les témoignages, sex and drugs et pas rock'n'roll, eh bien, un jour, ça vous retombe, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des suites. Attendons de voir, mais je crois que nous devions, nous, parlons vrai, parlons libre, de vous livrer ces informations qui sont tout à fait, encore une fois, inédites. Le face-à-face d'André Berkoff avec Anne de Guigné, grand reporter au Figaro, pour son livre « Ils se sont si souvent trompés, 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale » aux éditions du Rocher. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Lucien. Alors, Anne de Guigné, effectivement, ils se sont si souvent trompés. D'ailleurs,
il continue peut-être à le faire, enfin on en parlera, mais vous parlez, c'est intéressant d'abord de rappeler, vous racontez dans votre livre 10 erreurs monumentales. Je sais qu'il y en a d'autres, vous le dites vous-même, mais ça remonte donc à Dioclétien, l'Empire romain, hein, juste avant Constantin et la conversion, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, les 35 heures, etc., etc. Moi, la question que je vais vous poser, alors je cite parce que vous parlez de vraiment, je recommande votre livre parce que vous parlez effectivement aussi bien de ce qui s'est passé à Venise en 1297, au XIIIe. Vous parlez de John Law, c'est assez extraordinaire. Vous parlez de Rockefeller, de Philippe le Bel. Philippe le Bel, faillite de Philippe II d'Espagne, la création monétaire incontournable, on l'a dit, de John Law, le tsar Nicolas Ier, effectivement, comment il a amené la révolution un peu plus rapidement que d'habitude, l'austérité, les 35 heures. Mais dites-moi, alors, il y a quand même une question qui court et que j'avais envie de vous poser au départ. Tous, vous avez enquêté là-dessus, et au fond, est-ce que c'est vraiment les politiques qui décidaient? Parce qu'on dit aujourd'hui, pourquoi je vous pose la question, on dit oui mais c'est plus les politiques, c'est les financiers et les économies qui commandent les politiques. Et là, est-ce que c'était vraiment où ils étaient influencés par tel ou tel conseiller? Oui, c'est une excellente question et je pense et dire dans tous les exemples, même si on remonte à l'Empire romain, vous avez cette tension entre le politique qui doit trancher et les conseillers donc qui conseille. Mais je pense justement la force du politique, c'est que c'est lui qui décide. Et vous avez l'exemple de Churchill qui est assez impressionnant. Donc après la Première Guerre mondiale, qui va faire une erreur et qui l'assume assez bien. Il est nommé ministre des Finances. Il est très heureux. Son père avait eu ce poste, donc évidemment c'est un très beau poste. En plus voilà, il y a un côté sentimental. Il revient en politique. Il est éloigné du parti. Et il a une grande pression de la City pour surévaluer la livre. Il étudie la question, il dîne avec Keynes, qui lui dit qu'il n'est pas encore le monstre. Le grand John Maynard Keynes. Voilà, il n'est pas encore le monstre à l'époque qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est déjà un des meilleurs économistes anglais. Ouais. Et Keynes lui dit c'est une énorme sottise. Dans quelle année ça? C'est juste après la Première Guerre mondiale. Juste après, c'est ça, après 18. Voilà, c'est ça, dans les années 20. Et malgré tout, voilà, il tranche. Et d'ailleurs, il dit « J'ai peur de faire une erreur de sacrifier l'industrie pour la finance », ce qui sera exactement le cas. Mais on voit qu'il a écouté tout le monde, il a eu des avis très contre, et il tranche. Et moi, je crois que c'est ça, c'est le rôle, et c'est le rôle du politique, d'écouter les avis des uns et des autres. Le politique ne veut pas tout savoir, mais à un moment donné, d'avoir cette vue, cette idée d'être capable de trancher, et parfois de se tromper. Et on voit, Churchill, une fois de plus, c'est un excellent exemple, parce que on voit à quel point c'était un excellent politique, et pendant la Seconde Guerre mondiale, le courage qu'il a eu, la clairvoyance. Mais alors Anne de Guigné, justement, non mais c'est très intéressant, parce que, ok, il tranche, mais est-ce qu'il tranche, alors aussi je vous demandais ça, mais peut-être ça demande, est-ce qu'il y a la motivation électorale qui joue? C'est-à-dire, il dit, je pense, parce que vous parlez beaucoup de, vous savez, de le gel des prix, etc. Là. Il dit, oui, d'accord, vous êtes bien gentil, vous, avec vos histoires d'économie, mais moi, j'ai une élection bientôt, et qu'est-ce que je fais? Ça joue, mais il faut reconnaître que c'est aussi un élément important. Moi je passe beaucoup de temps avec les économistes, je les aime beaucoup. On voit bien, donc ils vous mettent tout en équation, le pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout se redresse, il faut évidemment baisser la dette, faire ci, faire ça. Mais si derrière tout le monde est dans la rue, tout s'arrête, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est aussi le rôle du politique justement, de voir le chemin de crête entre ce que recommandent les spécialistes, les techniciens, et puis comment l'opinion le sent. Le but c'est d'amener un pays vers vers où vous voulez, mais pour ça il faut quand même sentir la population, voir ce qu'elle peut supporter ou pas. Et donc évidemment, en permanence, il y a cette tentation de faire ce qui fait plaisir aussi, ce qui fait plaisir. Et actuellement, on le voit encore. Par exemple, vous savez, la prime sur le carburant, qui est maintenant terminée. Mais je pense à Bercy, ils avaient tout à fait conscience que, d'un point de vue économique, ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que ça coûte très cher. Et puis en plus, vous financez des hydrocarbures à un moment donné où on essaye justement d'en sortir, décarbonation et tout ça. Donc ça va à peu près contre tout ce que prône le gouvernement. Mais il faut aussi que les gens puissent vivre. Et il y avait ce sentiment avec l'inflation, de la colère potentielle. Et donc il y a eu cet arbitrage. Et je crois que c'est quand même le rôle du politique, c'est pas non plus de mettre le pays en équation et de vous dire clac. Et d'ailleurs, il y a toujours ce rêve un peu des chefs d'entreprise qui vous disent « Ah, mais si on mettait un bon chef d'entreprise à la tête du pays, ça irait mieux ». Moi, je crois pas du tout. Il y a vraiment une dimension. Non, je crois que c'est ça qui est beau dans la politique, c'est qu'il y a une dimension historique, de comprendre. Et puis de regarder, comme on dit, les Américains, the whole picture, c'est regarder le tableau dans son entièreté. Et puis de montrer
montrer, et puis surtout de montrer où on va, de montrer un sens. Peut-être ce qui manque un peu aujourd'hui d'ailleurs entre nous, mais et c'est vrai que c'est si compliqué d'être un bon politique. Mais alors Anne de Guigné, mais quand même, il arrive aux économistes aussi de se tromper. Et Dieu bien sait, sûr, Dieu sait. Non, bien sûr. Non, mais, et c'est aussi, il faut voir que les économistes, leur boulot principal, c'est d'analyser le passé. Et tout le temps, on leur demande, mais aidez-nous, qu'est-ce qui va... Aidez-nous, prévoyez un petit peu la suite. Et en fait, c'est pas tellement leur boulot, donc ils le font parce qu'ils ont aussi envie d'être flattés, d'être invités à l'Élysée. Mais ils sont pas plus, ils se trompent souvent. C'est ça qui est la beauté aussi de la société, c'est que et des êtres humains, c'est que les comportements peuvent pas être mis en équation. Voilà. Après Shakespeare et la comédie des erreurs, Anne de Guigné écrit « Ils se sont si souvent trompés ». On va en reparler après une toute petite pause. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interagir avec notre invité Anne de Guigné pour son livre « Ils se sont si souvent trompés ». 0826 300 300, on se retrouve tout de suite. Et je suis pas le seul quand on voit les erreurs qu'ont commis un certain nombre de politiques et d'économistes. Anne de Guigné, ils se sont si souvent trompés aux éditions du Rocher. Très intéressant parce que vous nous rappelez et des gens extrêmement connus, attention, extrêmement célébrés. Ben oui, mais aussi, vous avez parlé de Churchill. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec John? On dit Lass ou Law? On entend les deux. Je crois qu'il faudra dire Lass, mais comme tout le monde, c'est un peu un snobisme, comme tout le monde dit Law, je pense qu'on peut dire Law. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Racontez. Lui, c'est très intéressant. Lui, c'est un garçon qui est grandi en Écosse, qui est un fils d'un marchand de bijouterie, en fait. Et à l'époque, du coup, comme il y a beaucoup, à l'époque, c'est de l'argent, ce sont les matières précieuses, l'or et l'argent. Oui. Et enfin, la monnaie. Et du coup, les bijouteries deviennent des banques parce qu'ils sont stockés dans l'arrière-boutique de l'or. Et donc, très vite enfant, il a l'habitude il s'intéresse aux questions financières. Et en fait, c'est un vrai génie. Et d'ailleurs, Schumpeter était très admiratif de John Law, qui a tout simplement inventé le papier-monnaie. Il a essayé... c'est vraiment lui. Voilà, qui a eu cette idée, qui a essayé. C'est un échec ce qu'il a fait. Alors, pour remettre un peu dans le contexte... Donc voilà, lui c'est un aventurier, un espèce de don Juan financier. On pourrait passer toute l'émission sur sa vie qui est très amusante. Mais donc il arrive en France au moment du Régent, après la mort de Louis XIV. D'accord. Et à ce moment-là, les finances publiques françaises sont dans un état dramatique. Et d'ailleurs c'est drôle, j'ai regardé, ils sont exactement dans le même état qu'à la sortie du Covid. Vous avez une dette qui est égale à 10 fois les recettes. Comme aujourd'hui. Des recettes fiscales. Ouais. Donc c'est assez... C'est assez étonnant. Et en plus, le régent qui, se veut un prince un peu humaniste, qui a promis l'apaisement après ces années de guerre et assez dur de Louis XIV, a promis qu'il n'augmenterait pas les impôts. Voilà. Et il est arrivé, déjà, il y a eu pas mal de tensions autour de son arrivée au pouvoir. Et sa grande promesse, c'est de ne pas augmenter les impôts. Alors, comment on fait à partir de là, si on n'augmente pas les impôts? Pour essayer de boucler le budget, sachant que les créanciers viennent en permanence, viennent réclamer leur dû, ce qui est normal. Et donc il a un ami de dîner fin, John Law, qui lui conseille en fait justement d'inventer le papier-monnaie, de sortir des métaux en dur, de l'or, sonnant et trébuchant, quoi. Ouais. Et il crée de la monnaie, donc c'est assez moi, je suis très impressionnée par ce livre. J'ai un peu revu tous ces économistes de ces époques-là qui ont évidemment pas d'ordinateur, pas de calculatrice. Et vous avez encore Baudin au XVIe siècle, mais qui comprennent des phénomènes très complexes, notamment sur l'importance de la monnaie. Et ils comprennent vraiment, ils sont d'une intelligence remarquable. Alors, où s'est-il trompé, lui, alors? Et lui, donc, il a l'idée. Il met quelque part, il crée une entreprise en mettant tous les actifs de l'État. Et à l'époque, ce sont beaucoup les colonies. Et en face, il va créer du papier-monnaie. Donc, quelque part, papier-monnaie, donc qui est garanti quoi, sur l'or, sur quoi? Non, qui est garanti sur la richesse du pays, la richesse des colonies. Ah d'accord. Et donc il est garanti par la richesse de l'économie du pays. Et avec l'idée que vous avez confiance dans le papier, parce que vous savez qu'en Louisiane, dans toutes les grandes colonies, il y a beaucoup de richesses. Mais le problème, c'est qu'il crée beaucoup trop de monnaie. Et à un moment donné, les gens réalisent que sa grande entreprise derrière est faible. Et en fait, il commence à y avoir des résultats, une année ou deux de mauvais résultats. Et tout de suite, en fait, le problème, c'est la défiance. Et donc, c'est très intéressant, John Law. Derrière, il y a plusieurs phénomènes. Vous avez
parce qu'il peut ressembler un peu à ce qui s'est passé pendant les banques centrales là, longtemps, le quantitative easing, une création de monnaie à tout va pour essayer de résoudre un problème. Ouais. Vous avez la Planche à billets, planche à billets, vraiment. Ça, ouais. Les phénomènes aussi incroyables de bulles financières, avec la question tout d'un coup, tant que les gens ont confiance, vous allez monter jusqu'au ciel, et puis la défiance. Et en plus, évidemment, il y a des géopolitiques que je vous épargne, d'ennemis du régent qui veulent faire tomber John Law, donc qui vont demander, voilà, qui vont en personne demander dans la banque leurs papiers pour essayer de créer cette défiance. Et tout le système va s'effondrer rapidement. Mais c'est incroyable. À l'époque, Le système s'effondre complètement. Enfin, il s'effondre complètement. Ça prend quelques mois parce que ce John Law essaye de retenir la chute. Mais vous avez surtout ce qui est incroyable, c'est tout Paris boursicote. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, la France se distingue un peu les Français par une certaine crainte de la bourse par rapport aux pays anglo-saxons. Il y a beaucoup moins de particuliers investis sur les marchés. Mais alors à l'époque, c'est incroyable. Toute la cour à Versailles vient, les gens les plus simples de Paris, tout le monde boursicote, les gens s'entretuent pour avoir des actions moins chères. Vous avez un fils de famille qui va être écartelé parce qu'il a tué pour gagner des actions, pour voler des actions. Donc c'est très impressionnant cette fébrilité, cette fascination pour l'argent, et un final, un système qui n'était pas sain, mais l'histoire a fait un peu de John Law un voleur, c'est pas tant que ça. Je pense qu'il était très honnête, il a mal calibré les émissions, les émissions, et c'est un mathématicien en fait, qui était complètement dans son système, fasciné par ça. La création monétaire incontrôlée. Voilà, exactement. C'est ça pour John Law, oui. Mais un type très intéressant, très intéressant. Alors, on va. Alors, juste avant, mais je voudrais qu'on revienne parce que c'est intéressant. Vous parlez des faillites de Philippe II d'Espagne. Là, c'est au XVIe siècle, 1557. Voilà. Alors, ça consistait en quoi? Racontez-la. Ça, c'est très intéressant parce que Philippe II d'Espagne, donc c'est juste après la découverte de l'Amérique. Donc, c'est à un moment donné où l'Espagne est extrêmement riche. Vous avez, je crois, 4 millions de tonnes d'or qui arrivent via Séville en Europe, vers l'Espagne. D'Amérique. D'Amérique latine. D'Amérique. Bien sûr. Ils découvrent les mines. Et incroyablement, cet afflux d'or est si mal géré, en fait, que l'Espagne, ça correspond presque au déclin politique de l'Espagne. Enfin, vous avez cet âge d'or qui dure très peu de temps. Et très vite le déclin. Mal géré parce que voleur, parce que négligence, corruption très forte autour du roi. Donc, nous aujourd'hui, on en bénéficie de quelque part de cette période. Parce que vous avez vraiment toutes les merveilles, une partie des grandes merveilles des palais, des monastères espagnols, datent de l'époque et ont été financés, ont été financés par cet or. Mais en revanche, il y a plus aucun intérêt pour tout ce début d'industrialisation et même d'agriculture. Et vous avez à l'époque même des famines qui reviennent en Espagne, alors que la disette arrive, alors qu'il y a tant de richesses, mais qui est uniquement captée par l'entourage du roi, et pour certaines magnificences, et absolument pas réfléchie en termes industriels. Et donc en fait, et l'Espagne doit même faire venir de France, de partout, pour nourrir sa population, alors qu'il y a tant d'or qui arrive. Et d'ailleurs, on a ça aussi parfois aujourd'hui dans des pays qui ont des 4 millions d'or, et puis la population pauvre. Et le roi qui finit par faire faillite plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est presque comme la crise des subprimes. Vous avez des banques qui tombent parce que leur bilan était rempli d'obligations souveraines espagnoles qui s'avèrent pourries, comme des créances pourries. Et vous avez les premières grandes banques allemandes de l'époque et de la Renaissance qui vont faire faillite à cette occasion. Mais alors, je voudrais justement, Anne de Guigné, ça c'est une question et vraiment que votre livre suscite, etc. C'est que, est-ce qu'à votre avis, ou pas du tout, mais je vais avoir votre avis, vous êtes journaliste économique, vous êtes grand reporter, est-ce que tout politique devrait avoir de véritables notions d'économie, ou pas? Un minimum, oui. Il faudrait qu'il soit uniquement s'il est bien entouré, quoi. Non, je pense qu'il faut vraiment un minimum. Je pense qu'un bon politique, il doit maîtriser ce que lui dit, ce que lui racontent ses conseillers. Et pour ça, il faut un minimum. Un politique, il peut pas tout savoir parler chinois et avoir lu tout Schumpeter. Non, mais il faut un minimum de culture générale de l'honnête homme pour comprendre tous les rapports qui vous arrivent. Et puis dans le monde actuel, l'économie est si importante, mais si complexe aussi. C'est complexe, mais sa complexité vient non pas du côté quantitatif, évidemment qui est complexe, mais moi je crois bien surtout du fait que c'est une science humaine et qu'en fait tout repose simplement sur les mouvements de confiance, de défiance. Donc c'est pas une science.
Non, mais soyons clairs. Non, voilà. Pour moi, une science humaine, c'est pas une science. Non, c'est pas une science dure. C'est moins bien, c'est pas une science dure. Voilà. Non, c'est pas une science dure. Il y a une part, et dans ces exemples, c'est très important. Le fait que tout d'un coup, aléatoire. Et une fois de plus, c'est pour ça que la supériorité du bon politique, c'est qu'il arrive à prendre en compte et quelque part à gérer cet aspect humain très difficile de. Et on va en parler avec l'histoire incroyable que vous racontez dans votre livre de Nicolas Ier. Ah oui, le pauvre. Nicolas II. Et je pense que j'ai été Vladimir Ilyich Lénine, je leur ai envoyé des chèques même après, en tout cas à son fils. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Anne de Guigné pour son livre « Ils se sont si souvent trompés, 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale ». On se retrouve tout de suite 0826 300 300. Ils se sont si souvent trompés, affirme Anne de Guigné, et avec raison dans son livre paru aux éditions du Rocher. Alors parlons justement de la Grande Russie, de l'époque de la Russie des Tsars, notamment Nicolas Ier. Et vous racontez dans votre livre, et c'est un chapitre tout à fait passionnant, comment il a voulu supprimer ces idées sulfureuses, socialistes et progressistes qui commençaient à arriver sur le territoire de la Sainte-Russie. Oui, j'avoue que c'est presque touchant quand on connaît, évidemment, nous connaissons la suite de l'histoire. Et Nicolas Ier, c'est quelqu'un d'intéressant, qui a été souvent caricaturé comme un tsar obtus, fermé, mais c'est pas vrai. Il a fait beaucoup pour les artistes, notamment Pouchkine. Et donc, mais c'est un tsar qui a été élevé vraiment dans le souvenir de la Révolution française, enfin élevé, pas dans le souvenir glorieux, mais dans le souvenir horrifié de la Révolution française, de Napoléon, et qui vit dans sa jeunesse la Révolution de 1848 en Europe occidentale. Et qui est complètement tétanisé à l'idée que ce mouvement libéral arrive en Russie. Et il a un ministre qui l'aide pas beaucoup à bien réfléchir, Cancrine. Et ils font cette analyse assez simple, en effet, de se dire qu'il y a une corrélation parfaite entre ce mouvement libéral et la multiplication des usines liées au début de la révolution industrielle. Oui. Et donc, ils ont une idée de génie de se dire, bon, on va limiter les usines et on ne sera jamais touché par tous ces mouvements libéraux. Et il y a des lois incroyables dans les années 49, 50, qui encadre, par exemple, qui encadre à Moscou, par exemple, vous avez pour ouvrir une usine à Moscou, c'est quasiment impossible, notamment de filature. Il faut 1000 autorisations. Tout est vraiment, c'est extrêmement compliqué. Et ce qui est absurde, c'est qu'en fait, la Russie avait très bien entamé la révolution industrielle sous Pierre le Grand et surtout Catherine le Grand, qui était une très grande femme d'État, Catherine la Grande. Il y a vraiment un début d'aciérie, de textile. Donc la Russie était tout à fait au niveau de l'Angleterre, tout au début de la révolution industrielle. Et sauf qu'elle ne prend pas le tournant que prennent les autres à cause de Nicolas Ier. Et donc qui interdit quasiment l'ouverture autour de Moscou, donc Moscou capitale, carrément aucune usine. Et ce qui explique en partie pourquoi les tsars de la fin du 19e, notamment Nicolas II, ont dû accélérer énormément l'industrialisation. Parce qu'il lui avait un très bon ministre, Sergueï Vite. Et voilà, on sait comment tout ça s'est terminé. Donc les villes ont grossi extrêmement vite. À Saint-Pétersbourg comme Moscou, beaucoup d'usines, aucune classe moyenne. Donc vous gardez cette aristocratie qui s'appuie sur les serfs. Toujours énormément de paysans, qui ont été libérés en 63, mais qui restent des gens très pauvres. Et vous n'avez pas de classe moyenne qui aurait pu soutenir un régime plus libéral. Et donc à un moment donné, voilà, on connaît l'histoire, tout ça explose. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on voit les grandes discussions de Nicolas Ier, 70 ans plus tôt, voilà, on est presque un peu touché pour lui. Ça se dit, oh là là, quel... A posteriori, non mais c'est très intéressant. Et effectivement, pour vous, alors si on parle... parlons de l'actualité, parlons aujourd'hui. Enfin, l'actualité, oui, c'est pas si ancien. Les 35 heures, les fameuses 35 heures. Et puis, on voit aujourd'hui la discussion qu'il y a eu sur la loi sur les retraites, etc. Et ces 35 heures-là, c'était en fait idéologique pour vous ? Oui, je pense qu'on voit le calendrier politique. C'est vraiment à un moment donné, vous savez, vous aviez Chirac qui s'avançait sur un agenda très social. Donc la gauche avait besoin d'avoir quelques totems marqués à gauche. Et les 45 heures en ont fait partie. Après, on voit que c'est un débat de fond qui revient aujourd'hui avec la semaine de 4 jours. Bien sûr, et c'est un débat très intéressant sur l'allongement de l'âge de la retraite ou pas, etc. Voilà. etc. Et c'est des débats très passionnants de qu'est-ce que le travail, la place du travail dans la société, dans nos vies. Voilà, c'est des débats vraiment dignes d'intérêt.
Mais c'est vrai qui ont été pris, enfin les 35 heures obligatoires pour tout le monde, au moment où on rentre dans l'euro, où la Chine arrive dans l'OMC. Enfin, je pense vraiment que c'était catastrophique pour la France. Hein. Après, voilà, la corrélation avec la désindustrialisation, elle n'est pas mécanique. On l'a fait parce que c'est le même calendrier. Les défendeurs des 35 heures vous disent que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est difficile. Aussi la catastrophe de la désindustrialisation. C'est aussi une catastrophe, une très mauvaise décision. Enfin, oui. C'est pas une personne qui l'a prise. Mais non, enfin... non, mais je pensais que 35 heures ont complètement participé à la désindustrialisation, parce que la France a juste complètement perdu en compétitivité. À un moment donné où en fait la compétition est devenue très forte, et surtout ce qui est dur, c'est que c'est un moment donné où où l'Allemagne, elle, a pris complètement un chemin inverse et nous est passé devant de manière économique de façon assez abyssale. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, Anne de Guigné, l'Allemagne, c'est pas. Oui, aujourd'hui, l'Allemagne aujourd'hui, voilà. En fait, Angela Merkel, qui a été très saluée pendant très longtemps, maintenant on réalise. En fait, qu'elle a juste strictement rien fait pendant tous ses mandats. Voilà, qu'elle avait beaucoup de qualités. Alors qu'elle était le génie absolu. Voilà, c'était vraiment le modèle absolu. Bon, elle a des tas de qualités, hein, mais objectivement, aucune réforme de fond, et l'Allemagne le peut aujourd'hui, hein, ça c'est très clairement. C'est très clair. Et c'est très intéressant vraiment de voir cette espèce de va-et-vient, de duel. Et puis comme vous dites, le politique doit trancher, c'est lui qui tranche, enfin en principe et en pratique. Et on a l'impression que au fond, après, on est là, on commente, hein, je veux dire. Mais donc, vous avez dit, je voudrais, avant qu'on prenne, avant qu'on prenne des auditeurs, souligner que le vrai problème, c'est que le politique doit prendre la responsabilité de ça, parce que c'est lui qui tranche. Et le problème, c'est qu'on a l'impression, et je parle pas seulement de la France, mais en général, on a l'impression que les décisions sont prises et après elles sont diluées, on ne sait plus du tout. Je ne dirais pas qui a fait quoi, mais quand on en parle, c'est déjà de l'histoire, mais dans le temps qu'on vit, on ne sait plus qui a fait quoi, et on a l'impression d'une société, je schématise, à irresponsabilité illimitée. Non, vous avez raison, et c'est vraiment sans aucun doute une des explications de la crise démocratique actuelle, c'est que vous avez l'impression que vous élisez n'importe qui, tout le monde fait la même chose, vous voyez pas trop ce que font les gens, vous suivez pas les actions. Non, et c'est sûr que et très peu de gens assument en effet de dire je me suis trompé et voilà pourquoi, mais j'avais ces données. Et non, et c'est vrai que c'est une question de responsabilité. En plus, ça se diffuse dans absolument toute la société. C'est ça, parce qu'on voit pas d'autocritique, mais même ce qui serait d'ailleurs, je trouve, que ce serait à l'honneur. Je crois que les gens apprécieraient dire oui, bien sûr. voilà, là je me suis trompé. Ou même de dire parfois je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça n'existe plus. Vous n'entendez pas une personne d'autorité dire je sais pas. Tout le monde, voilà, des réponses un peu floues et vagues sur tout et n'importe quoi. Et une fois de plus, c'est l'exemple de Churchill il a dit lui-même j'ai été le pire ministre des Finances. Et il l'a dit très peu de temps après, hein, pas à 90 ans. Alors que ça a été le meilleur Premier ministre de guerre que l'histoire et voilà, et tout le monde comprend comment il a fait cette erreur. Il a mal choisi, mais voilà, il y avait une tension. Et pourquoi pas, moi mon bouquin, l'objectif, c'est pas de dire ils sont tous nuls avec le titre, mais c'est plutôt, je trouve que voilà, l'erreur, c'est une manière intéressante de parler de nous, dire tous. Quand on tente quelque chose et qu'on se trompe, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de ce qu'on a fait, de ce qu'on a essayé. Et je trouve que c'était une manière intéressante de parler de la politique économique. Oui, c'est vrai. Et se tromper, c'est complètement normal. Mais en effet, si on l'assume, on le rectifie. Oui, mais alors justement, c'est une question que je voulais poser d'actualité par rapport au journaliste que vous êtes et au reporter que vous êtes, c'est qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a encore 30 ans, on disait, en tout cas, il n'y a pas d'économiste, il n'y a pas un journaliste économique, enfin, à la télévision, c'est vrai, on parlait très peu d'économie, heureusement, le balancier, a bougé, etc. Et donc, il faut savoir si aujourd'hui, effectivement, je dirais qu'on entend sur l'économie beaucoup plus les économistes, de plateau ou pas de plateau, que les politiques. On aurait peut-être un peu plus à entendre les politiques et ce qu'ils ont à dire, mais je crois, Lucien, que nous avons un auditeur. Il y a Christophe d'Aix-en-Provence qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, et particulièrement à votre invitée, Madame Anne de Guillet. Bonjour Christophe. Oui. Bonjour à vous. Madame, je vais vous contredire. M'en veuillez pas. Hein. Ah non, mais bien sûr. Allez-y. Bon. Les fameuses 35 heures, moi je pense que les 35 heures, elles sont arrivées dans notre économie, notre société, en raison des transports. Je ne suis pas de la région parisienne, mais pour se rendre à son lieu de travail en région parisienne, il faut à peu près 2 heures.
Hein. 2 heures aller, 2 heures retour, vous voulez dire? Voilà. Pratiquement, Enfin, vous connaissez mieux ce que je vous dis, c'est un provincial. Non, je En comprends. revanche, moi, je pense pas que ce soit les 35 heures qui sont la cause de la Industrialisation, oui. Voilà, merci, André. Moi, je pense beaucoup plus que c'est la vente de nos outils de production, notamment l'acier. Si vous n'avez pas d'acier, vous aurez beaucoup de difficultés à faire de l'industrie, par exemple. Et puis, Maastricht, c'est une super affaire pour les Allemands. Pour l'euro, n'en parlons pas. Mais notre culture, elle vient de 1992. C'est mon point de vue. Hein. D'accord. Excusez-moi, madame. Non, mais Christophe, vous donnez point de vue, tout le monde donne point de vue, c'est bien. Voilà. Oui, Anne de Guigné. Non, j'entends votre point de vue. Il est et là où je suis d'accord avec vous, je pense que Maastricht a fait qu'on a été beaucoup plus en concurrence, notamment le fait d'avoir une monnaie unique. Mais moi, je refuse l'idée de dire, on pouvait, dès qu'il y avait concurrence, de toute façon, la France était perdante. Je pense que la France a aussi fait des choix qui ont fait qu'en effet, dans l'Europe, l'économie française a décroché. Et une fois Alors, quel choix a fait que l'économie française a décroché? Je pense qu'au moment où Schröder faisait toutes les lois, faisait toutes ces fameuses lois des mêmes années, des années 2000, pour rendre l'économie allemande plus compétitive, demander aux gens de travailler plus, à ces moments-là, la France choisit le loisir, qui a des côtés très sympathiques, notamment... Et le tertiaire. Voilà. Le tertiaire, enfin la culture. Et notamment pour les familles et les femmes, les 35 heures, il y a des études, ont apporté beaucoup de bienfaits en termes d'organisation. Mais en termes de compétitivité économique, vous avez 2 pays et qui, c'est vrai, à partir de Maastricht, se comparent directement, qui font pas les mêmes choix, et ça devient difficile. Et il faut voir. Non, mais on a quand même. Moi, je refuse le côté un peu facile de dire tout ça, c'est l'Europe. La France est encore responsable de beaucoup de choses, et on voit depuis 10 ans. Vous voyez, nous, notre endettement n'a cessé de prospérer, de grandir. Et les autres États, des États comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, ont redressé leurs comptes. Ils ont fait des efforts, c'est compliqué. Ils ont réussi à les faire accepter, ils les ont fait. En France, on n'y est pas parvenu. Donc voilà, et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt satisfaisant de se dire on est encore aux manettes, on a une part de responsabilité. En effet, ce qui est atroce, c'est d'être responsable de rien. Mais Je peux vous contredire à nouveau? Bien sûr. Allez-y. Alors, vous avez en partie raison, bien sûr que si on ne gère pas nos finances publiques, on aura de grosses difficultés. On a de grosses difficultés. Mais il n'empêche que nous avons vendu des chinés, donc l'acier, Alstom, n'en parlons pas, etc. Comment voulez-vous avoir un outil industriel quand vous vendez à l'encan vos bijoux de famille? De famille. Non, mais vous avez raison, mais là, une fois de plus, c'est un sujet français, c'est pas lié à Maastricht, parce que je trouve trop de... Pardon, je vous écoute, pardon. Non, allez-y. Bon, allez-y, madame. C'est vous l'invité, c'est pas moi. Hein. Non, mais quand vous dites, ce que veut dire juste ce que dit Christophe, c'est vrai. Vous dites effectivement, parce que ce que vous êtes en train de dire, Anne, c'est intéressant. Vous dites oui, mais on a quand même notre propre marge de manœuvre. Oui, tout maintenant. Mais on s'en réjouirait si les choix n'étaient pas aussi, je dirais nuls, c'est un peu beaucoup. Enfin, c'est vrai que la vente à la découpe de la France, quand même, et ça c'est pas d'hier. C'est quand même très embêtant. C'est-à-dire ce choix de désindustrialisation, ce choix d'envoyer, je schématise exprès, Doliprane et paracétamol en Chine, enfin toute la fabrication, on a eu des médicaments. Ce choix de dire, écoutez, les turbines, etc., ça fait rien, allez, General Electric est là, allez, je ne sais quelle industrie allemande est là. On avait énormément d'atouts il y a encore 30-40 ans. Et alors, mais ça revient ils se ont trompés. Quelle est cette... Et ça, ce n'est pas lié seulement aux 35 heures.
et peut-être pas à Maastricht, justement. Mais quelle est cette espèce de choix collectif, d'ailleurs à droite comme à gauche, de ce point de vue-là, de dire, bon, mais écoutez, la France, c'est fini, le côté, bon, l'agriculture, alors que, ce qu'on est en France, c'est quand même pays d'agricole, bon, c'est bien, mais enfin, le secondaire, l'industrie, non, ce qui compte, c'est le tertiaire. C'est quand même un choix. Oui, non, c'est un choix, et en effet, catastrophique. On le paie aujourd'hui, surtout en termes, voilà, on voit bien des territoires entiers où il y a très peu d'emplois, il y a des résonances, enfin, il y a des conséquences, notamment démocratiques importantes. C'est votre prochain bouquin. Il y a un chapitre à ajouter là. Oui. non. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est voir ce choix. Il y a aussi une question, je pense. Moi, mon bouquin, c'est plus sur les politiques et leurs conseillers, des chefs d'entreprise. Hein. Vous avez sans doute que l'environnement économique n'était pas le plus porteur, mais vous avez aussi les entreprises françaises ont délocalisé bien plus que les autres. Vous avez des stats. Bien plus que les autres. Vous avez des stats. Les entreprises automobiles, je crois, à un moment donné, ont 60% de leurs employés hors de France, quand les Allemands en ont 30%. Donc, il y a quand même cette question aussi d'intérêt du pays, qui a quand même été pas tellement pris en compte. Et vous avez pour d'autres invités, un livre intéressant là d'Yves Perrier et François Eval qui parle de ça, de l'idée de recréer un pacte entre les entreprises et l'État. C'est une question de savoir est-ce que tout le monde soit un peu aligné dans l'intérêt. Là-dedans. Alors Anne de Guigné, juste pour revenir à votre livre, est-ce que tous les gens que vous avez sur lesquels vous avez enquêté, bien sûr, vous n'avez pas interviewé Philippe le Bel, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Est-ce qu'ils se sont... Alors, vous l'avez dit pour Churchill, mais est-ce certains ont reconnu aussi qu'ils s'étaient trompés, comme Churchill ou d'autres? Enfin, est-ce qu'ils, dans leurs interventions, ou dans leurs confessions, etc., ou pas? La plupart ont dit non, mais... La plupart, non. Philippe le Bel, c'est incroyable. Vraiment, c'est après lui le déluge. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir... Parfois, notamment dans le cas de Philippe le Bel, Philippe le Bel, c'est le premier grand roi français qui a une ambition, qui veut faire de sa dynastie une des premières dynasties en Europe. Et avant, le roi de France, c'est le premier des seigneurs, avec des tas de seigneurs, un pays très morcelé. C'est lui qui vraiment... Lui qui acte l'État moderne. 1300, voilà, ouais. l'État moderne, centralisateur, qui met tous les autres seigneurs sous sa coupe. Donc voilà, il est tout tendu vers ça. Et le fait d'absolument écraser tout le monde d'impôts, c'est pas du tout son problème. Donc voilà, il faut voir aussi chacun son objectif. Et donc, il a dit voilà, on va imposer tout le monde, on va faire un État extrêmement fort. Voilà, État extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est lui qui permet Louis XIV quelques siècles plus. Enfin, il est vraiment c'est le premier roi qui pense un État très fort, très intelligent. Il se sert d'Aristote pour essayer de vendre son idée du bien commun, d'être le roi. Mais par contre, son fils qui reprend, qui hérite de tout ça, d'un pays. Enfin, donc lui est complètement dans son idée. Les Français suivent beaucoup moins, c'est absolument furieux. Ouais. Et son fils, c'est sa façon de dire désolé, on s'est mal débrouillé. Ouais. Première chose qu'il fait, c'est qu'il pend Enguerrand de Marigny, qui est le ministre des Finances de son père. Donc voilà, Donc voilà, c'est un peu une façon d'acter que tout n'avait pas été parfait. Mais il laisse son fils le faire. Et après, c'est selon les caractères. J'avoue que Dioclétien, je me souviens plus trop si... On va pas vous reprocher de pas souvenir si Dioclétien s'est repenti ou pas, enfin peut-être pas. Mais au fond, l'impression qu'on a aussi, c'est que à chaque fois, et c'est vrai dans des circonstances extrêmement différentes, c'est vrai que c'est toujours... En fait, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est là où c'est une science humaine. L'aléatoire, c'est que moi un jour je décide ça, mais ils le décident pas évidemment, on va pas les prendre pour des rigolos, mais il y a quelque chose de très arbitraire dans tout cela, quoi. Il y a quelque chose de tout d'un coup, je pense que c'est un peu c'est la politique, hein, c'est un métier, il faut savoir décider et de sentir, d'avoir des convictions déjà, de pas juste décider à chaque étape pour faire plaisir aux gens. Écoutez, je me rappelle, je vous en parlais pas ici, mais l'histoire du franc, d'évaluation du franc de Gaulle. Oui. En 68, c'était à... non, attendez, je veux pas... 58, C'était 50... Non, c'était en... Non, parce que je me rappelle, j'étais à l'Express à l'époque, ça ne me rajeunit pas, c'était en 74, 75... Non, alors c'est pas ça du tout. Quand De Gaulle, vous savez, il était question de dévaluer, De Gaulle a dit on ne dévaluera pas.
Oui, c'est. J'avoue que je n'ai pas les dates exactes, mais par exemple de Gaulle, est-ce que c'est intéressant l'histoire de l'euro? Giscard était déjà le grand européen, etc. En disant bon, avant Maastricht et avant tout cela, effectivement. Mais pour vous, comme ça, quand on regarde, et les économistes et les chefs d'entreprise que vous voyez, au fond aujourd'hui, ça m'intéresse. L'euro. Ils trouvent c'est très bien, il n'est pas question de sortir de l'euro, ou ils se posent des questions? Non, aujourd'hui, il n'est pas question... D'ailleurs, vous voyez même les partis politiques qui le soutenaient, cette idée ne le soutiennent plus. Personne... tout le monde est d'accord. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un entre-deux. En fait, vous avez construit l'euro, donc une banque centrale sans trésor commun. Donc, avec des politiques budgétaires différentes. Et l'idée, c'était on commence par cette brique, et puis on va aller après. Et le problème, c'est la politique est bloquée, donc on n'arrive pas à aller à l'étape d'après qui ferait que ça marcherait mieux. Donc il y a tout le temps des tensions, mais aujourd'hui, et moi je pense que c'est très facile, c'était un bouc émissaire tellement facile l'euro, justement par rapport à tous les renoncements dont on a parlé tout à l'heure. Moi je pense que l'euro a quand même beaucoup apporté à la France, mais aujourd'hui il manque justement cette vision politique, c'est qu'il n'y a plus que... Et l'Europe, l'Union Européenne, l'euro, ça a marché. Que l'intendance soit l'économie. Voilà, ça a marché parce que c'était une vision politique très très clair de personnes qui avaient vécu la guerre, et le but c'était la paix avant tout, avant de faire de la compétitivité économique. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on voit bien et Emmanuel Macron avait cet espoir d'arriver, mais on voit bien qu'il s'est complètement fracassé, il reste absolument rien de ça. La paix en ce moment c'est pas ce qu'on vit le plus. Non. Non. Et d'ailleurs il y en a qui disent que l'Ukraine peut-être pourrait relancer le malheur de la guerre en Ukraine, pourrait relancer le projet européen en montrant, en redonnant un sens à ce projet. Mais c'est sûr que l'Europe, c'est très intéressant. On voit vraiment l'impulsion politique au début, et puis là, l'envasement dans des trucs techniques. En fait, tout se passe, et on revient à ce que tout se passe comme s'ils avaient laissé, que les politiques avaient laissé absolument le pouvoir, je dirais pas, ou financier, quelque part quand même, non? Il manque d'incarnation politique en Europe, c'est très clair, et c'est pas Ursula von der Leyen on s'est dit on va mettre une personnalité au-dessus de la Commission. Bon, je pense pas qu'elle est vraiment, elle a fait de son mieux, mais elle est pas, c'est pas une politique, je dirais. Non. Et le Parlement européen qui connaît les députés européens, mais c'est sûr qu'on a aujourd'hui un problème on est vraiment, c'est ça, on est au milieu du gué, on est avancé très loin dans le processus. Et on peut pas, moi je pense que ce serait une catastrophe de revenir en arrière, mais on n'arrive plus à aller à l'étape d'après, parce qu'il n'y a pas de politique qui arrive à expliquer simplement aux gens quel est l'intérêt, pourquoi on porte ça. Et donc là, c'est vrai qu'on a une situation très compliquée. Très compliquée. On va en parler tout de suite, je crois que nous avons un auditeur, Lucien. Oui, on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff, et on est tout de suite et rapidement avec Hervé d'Antony. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Oui, je voulais répondre. Je suis pas spécialiste de cette période, mais enfin, je suis historien, donc je voulais répondre. Et comme j'avais fait faire un livre qui s'appelait De Gaulle, l'or, le dollar et la France entre 1940 et 1970 de Gilles Ragache, je me souviens que c'est novembre 1968. Ah, d'accord. Très bien, merci. Novembre 68. Tous les journaux avaient titré que la dévaluation était obligatoire, et en fait, il n'a pas dévalué. Ces C'est très intéressant de rappeler ça, c'est ça. Merci de le rappeler. Merci beaucoup. Hervé. Parce que, voilà un exemple du politique. Oui. On lui disait, tous ses conseillers lui disaient, non, il faut dévaluer. Il ne dit pas question. C'est vrai que derrière la monnaie, typiquement, c'est un sujet, c'est très intéressant. Vous avez toute la technique qui vous dit, à tel niveau, vous tuez votre industrie, attention, en comparaison avec la monnaie d'à côté. Et puis, vous avez la mythique nationale, l'Angleterre. Pourquoi elle surévalue? Parce qu'ils veulent revenir au change d'avant-guerre. Ils veulent pas. L'idée d'avoir une monnaie plus basse, c'est un pays affaibli. Et donc c'est sûr que la monnaie, c'est très 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 intéressant. Oui. Et donc c'est vraiment là, vous êtes au croisement, la tension entre la technique et le politique. Et en effet, parfois, Churchill, il a voulu défendre la grande Angleterre. Il est revenu à la parité de Newton. C'est intéressant. C'était Newton qui l'avait fait pour le roi, je sais plus quel roi. Et De Gaulle, lui, pareil, même tempérament. Mais chez De Gaulle, ça marche. Et chez Churchill, le pas était trop gros. Tout est question. Voilà. Il était surtout bien entouré. Oui, il y a ça aussi qui joue. Merci Hervé. En tout cas, Anne de Guigné, c'est vraiment, ils se sont si souvent trompés, c'est vrai. Ils se tromperont encore. Mais on se trompe tous. Mais espérons que nous survivrons à leurs erreurs. C'est ça le problème. Je pense qu'on le fera.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Anne de Guigné pour son livre. Ils se sont si souvent trompés, 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale, aux éditions du Rocher. On se retrouve après les informations sur l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.